Donc bonjour à tous, ou rebonjour, bienvenue pour cette deuxième partie de cours 5. J'ai oublié de le dire dans la première vidéo, mais je tiens à m'excuser de suite pour ces petits soucis de fait que j'ai dû manger en même temps que de donner le cours. Voilà, donc bon, désolé, j'ai pas pu faire autrement parce que je voulais vraiment que la vidéo arrive le plus vite possible. Donc en espérant que j'ai été quand même le plus compréhensible possible, malgré le fait que je mangeais, et donc du coup que je me doute que c'était pas forcément des plus agréables à entendre sur le moment, enfin bon voilà. J'ai pas encore tout à fait fini de manger, puisqu'il me reste une petite banane, mais ça va vite se manger, hein. Donc bon, faut pas s'en faire, mais je pense que vous comprendrez bien. Moi je voulais vraiment que cette vidéo arrive, je veux vraiment que cette vidéo arrive aujourd'hui, donc j'espère que je m'y suis pas trop pris tard. Et bon, voilà quoi, donc ok. Donc encore désolé, mais je vais devoir manger quand même une banane, en même temps que d'avancer sur le cours. Donc comme vous voyez, je n'ai pas effacé le tableau, donc en effet, c'est la suite directe. Vraiment la suite directe, là, de l'enregistrement, là, il y a quoi? Il y a une minute d'écart peut-être, le temps de mettre en ligne la vidéo 1. Donc on est parti pour la deuxième partie de ce grand 2, et deuxième partie du cours donc. Cette deuxième partie, c'est directement algorithme de Gaussian. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer, je vais mettre directement le processus, comment marche l'algorithme. Et puis après avoir mis l'algorithme de manière un peu théorique, on va la mettre en application. On va la mettre en application directement sur une matrice, voire deux matrices peut-être pour bien comprendre. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va voir d'autres notions de matrice qui vont intervenir, comme la notion de matrice échelonnée, tout ça. Mais on ne va pas s'y attarder très longtemps, parce que moi ce qui m'intéresse, comme je vous l'ai dit, c'est vous montrer comment déterminer l'inverse d'une matrice à l'aide de tout ça. Ok, donc là je vais vous exposer l'algorithme. Disons que je vais appeler ça définition. Donc j'ai une matrice M. Donc les coefficients c'est M et J. I allant de 1 à N. Et J allant de 1 à P. Ok. Et puis, on va faire les opérations suivantes. Alors, je me mets bien sous les yeux pour ne pas en louper une. Alors, je vais peut-être l'écrire sur la partie de tableau ici pour essayer de la garder le temps de l'appliquer ensuite sur des exemples. Hop. Donc, je vais vous expliquer l'algorithme de manière théorique. Et vous allez reconnaître ce qui s'est passé pour la résolution des systèmes d'équations. Vous allez très vite reconnaître ce qui s'est passé pour la résolution des systèmes d'équations. Donc l'algorithme fonctionne en plusieurs temps. Donc là moi j'ai 6 temps. Nous avons un premier temps où on cherche, donc choisir la première ligne différente de 0 de la matrice. Donc la première chose à faire, c'est ça. Il faut trouver la première ligne pour laquelle cette ligne est non nulle. C'est-à-dire qu'il faut que sur cette ligne, il y ait au moins un coefficient non nul dans notre affaire. Ok. Alors ensuite, 2. Donc une fois qu'on a cette première ligne non nulle, on doit considérer, donc on considère le premier coefficient non nul. Donc, vous savez quoi? Je crois que je vais faire un exemple en parallèle. Ce sera encore un peu mieux que
Donc là j'efface tout de suite, désolé, j'ai effacé ce que j'ai mis là. Mais je pense vraiment que je vais faire un exemple en parallèle juste pour montrer un peu comment ça marche. Ok, donc faisons un exemple en parallèle. Disons que je vais faire justement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis je vais mettre 10, 11, 12. Voilà. Disons que je pars de cette matrice-là. La première étape, c'est donc de choisir la première ligne où il n'y a pas de 0. Donc la première ligne où il n'y a pas de 0, je vais le mettre en rouge, bah, c'est tout simplement la première ligne de la matrice dans cet exemple. Ok? Bon. Ensuite, on considère le premier coefficient non nul de cette ligne. Donc quand je dis premier, c'est le premier à la lecture de gauche à droite. Donc dans ce sens. Ok? Et puis bah, ce coefficient, on va l'appeler MIJ. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on applique l'opération LI de 1 sur MIJ. Ok? Donc voyons ce qui se passe sur l'exemple qu'on a sous notre main. Donc, je dois prendre le premier coefficient à la lecture de gauche à droite, qui est non nul. Donc là, sur cette ligne que j'ai encadrée. Sur cette ligne que j'ai encadrée, donc le premier coefficient qui est non nul, c'est le 1. Ok? Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appliquer. Donc, j'applique à ma matrice L1 de 1 sur 1. Bon, vous l'aurez compris, ça ne fait rien à ma matrice ici. Mais à votre avis, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas 1? Bah, ce qui serait passé, c'est qu'on aurait changé ce coefficient, on a 1. Okay? On va le voir quand on va poursuivre l'algorithme, que cette opération est importante. Mais pour l'instant, bon, en effet, sur cet exemple que je viens de donner, ça n'a pas beaucoup d'effet pour l'instant. Très bien. Voilà. Ensuite, à toutes les lignes, donc 2, 3, c'est 3, pardon, c'est l'étape 3. J'espère que je vais avoir de la place. À l'étape 3, qu'est-ce qu'on va faire? On applique l'opérateur ou l'opération LIK moins AIK pour tout cas différent de I. Ok? Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, ça veut dire que bon, maintenant je suis avec M. À partir de M, je dois appliquer L1, 2 de moins 4. Donc là, je suis en train de faire pour k égale 2 ici. Donc là, c'était mon étape 2, mon étape 3. Donc je suis en train de faire L1, 2 de moins 4, puisque c'est le coefficient qui est ici, le AIK. Ici, c'est pour k égale 2. Donc, je fais cette opération, qu'est-ce qui va se passer? Appliquer toujours à la matrice, puisque finalement, on n'a rien fait à la première étape. Bah là, cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est que je vais donc soustraire 4 fois la première ligne à la deuxième. Ce qui va me permettre d'obtenir donc 1, 2, 3, 0, 5 moins 8, ça fait moins 3, et 6 moins 12, ça fera moins 6. Donc l'opération qu'on a vue déjà il y a quelques instants, en fait, si vous étiez là, enfin dans la première partie de cours du moins, vers la fin de la première partie de cours. Donc on a ça, c'est pas vraiment vers la fin en fait, mais bon bref, c'est pas grave. Et puis le reste ça bouge pas, donc 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc voilà, je dois faire ça. Une fois que j'ai fait ça, je dois réappliquer, donc là cette fois-ci je dois faire L13 de moins 7. Donc je dois l'appliquer à cette nouvelle matrice, alors je sais pas, je vais donner un nom, je vais l'appeler M1. Donc à M1. Donc si j'applique, donc là c'est pour K égale 3.
Donc si je fais ça, j'obtiens quoi? J'obtiens 1, 2, 3, 0, moins 3, moins 6. Et là, je dois faire moins 7 fois la première ligne. Donc moins 7 fois la première ligne, ce que je vais obtenir, c'est donc 0. Ensuite, 8 moins 14, moins 6. Et puis 9 moins 21, ça nous fera moins 12. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et puis après, on a encore 10, 11, 12. Et puis enfin, je dois le faire pour la dernière ligne aussi. Donc L, 1, 4, de moins 10. Je vais l'appeler M2, cette matrice. Sur M2, K égale 4. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens toujours 1, 2, 3, 0, moins 3, moins 6, 10, oh là, 0, moins 6, moins 12, et enfin j'ai 0, puisque je dois faire moins 10, puis après moins 9, puisque 2 moins, 11 moins 20, ça fera moins 9, et puis la dernière, 30 moins 12, ça fait, 12 moins 30, pardon, ça fait moins 18. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé à la suite de cette troisième étape. Okay, je me suis retrouvé avec cette matrice que j'appelle M3. Ok. Bon, alors une remarque tout de suite, j'aurais très bien pu faire les opérations dans le sens que je veux dans cette troisième étape. J'aurais très bien pu faire L1,3 de moins 7 avant de faire L1,2 de moins 4. J'aurais très bien pu faire L1,4 de moins 10 avant L1,2 de moins 4, des trucs comme ça. J'aurais pu les faire dans l'ordre que je veux, à la fin j'aurais obtenu la même matrice M3. Ok. Donc, voilà. Donc, je vais l'écrire ici. Remarque. Les opérations de cette étape peuvent se faire dans l'ordre qu'on veut. Je dis bien de cette étape. Hein. On ne mélange pas les opérations par contre avec les précédents. Peuvent se faire dans l'ordre que l'on veut. Juste pour une question de calcul, puisqu'on peut peut-être voir des soustractions plus rapidement que d'autres, on peut les faire en premier, c'est pas un problème. Ok. Bon. Donc voilà, la troisième étape, c'était la suivante. Maintenant, étape suivante. Oups. Étape suivante. On cherche la prochaine ligne non nulle. Donc on cherche 4. On cherche la prochaine ligne différente 0. Et on revient à l'étape 2. Ok? Et on fait ça jusqu'à ce qu'on obtienne toutes les lignes, enfin une fois qu'on ait fait le tour de toutes les lignes non nulles. Ok? Bon, alors là j'ai M3, très bien. Bon on est reparti, alors je vais garder cette matrice de départ d'un côté, si vous permettez, donc, je sais pas, je vais l'écrire ici. M, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, je vais réécrire, donc je vais revenir à l'étape 2. Hein. Donc je vais réécrire la matrice M3 que j'ai obtenue. Donc 1, 2, 3, 4, 5, oh là, excusez-moi. 0, moins 2, moins 3, moins 6. Je vais y arriver. Moins 3, moins 6. 0, moins 6, moins 12. Et 0, moins 9, moins 18. Ok. Donc la première ligne, elle est traitée, et je dois regarder la ligne suivante qui est non nulle. Donc la ligne suivante qui est non nulle, c'est celle-ci.
Ok? Maintenant que j'ai la ligne suivante, bah, je recommence. Donc là, la première chose à faire, étape 2, je dois appliquer LI, donc L2, de 1 sur moins 3. Alors c'est là où on va voir en effet l'effet de faire cette première opération. Alors j'efface ce que je viens de faire pour pouvoir maintenant expliquer ce qui se passe maintenant à cette étape-là. Donc, je dois appliquer L2 de 1 sur moins 3, puisque le premier coefficient non nul, lu de gauche à droite, cette fois-ci, il est ici. C'est le moins 3. Donc, si je fais ça appliqué à ma matrice M3, j'obtiens quoi? Je vais obtenir 1, 2, 3, 0. Bon, moins 3 divisé par moins 3, ça fait 1. Et moins 6 divisé par moins 3, ça fait 2. 0, moins 6, moins 12, 0, moins 9, moins 18. Donc j'obtiens ceci. Donc, disons que ça c'est ma matrice M4. Et maintenant que j'ai fait ça, je continue. Donc M4, à partir de là, je dois refaire l'étape 3. Donc l'étape 3, on applique les LIK de moins IK pour tout cas différent de I. Très bien. C'est parti. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi le faire pour 1. Donc faisons ça. Alors si je le refais pour 1, je vais donc avoir la chose suivante. Donc L de 1 de moins 2, puisque j'ai un 2 ici, appliqué à L4. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la matrice suivante. 1. Alors 1 moins 2, enfin 2 moins 2, 0, pardon. Et ensuite, 3 moins 4, ça fera moins 1. 0, 1, 2. 0, moins 6, moins 12. 0, moins 9, moins 18. Il ne faut pas oublier de le faire celui-là. Ça c'est M5. Étape suivante. L3, 1. L2, 1. Oh là là, L2, 3. Je ne vais pas y arriver. On va y arriver. Donc L2, 3. De... Donc L2, 3 de moins... Alors c'est pas moins cette fois-ci, c'est plus 6. Puisqu'il y a déjà un moins. Donc de M5. Si je fais ça, là vous allez vous rendre compte de quelque chose. J'ai 1, 0, moins 1. 0, 1, 2. 0, 0, 0. Ouais, parce que 2 fois 6, ça fait 12. Donc 12, moins 12, ça fait 0. Et puis vous l'aurez compris, je vais le faire tout de suite sur la même ligne. Donc si je fais 2, 4, 2, plus 9, je vais obtenir en même temps, je le fais en même temps, cette fois-ci j'ai 0, 0, 0. Et voilà. Alors après, les deux dernières étapes, c'est juste pour ordonner un peu ce qu'on a fait, en fait. Donc l'étape 5. L'étape 5, on ordonne les lignes, donc par échange, toutes les lignes nulles soient en bas de la matrice. Donc il faut ordonner les lignes telles que toutes les lignes nulles soient en bas de la matrice. Ok? Donc ce que j'appelle ordonner, c'est en fait appliquer LIJ. C'est appliquer l'opérateur LIJ. L'opération LIJ. Ok? Et puis la dernière étape, mais elle est déjà faite aussi. Donc je vais me permettre d'effacer cette matrice, maintenant j'ai fini. La dernière étape, c'est donc la 6, que j'écris ici. La dernière étape, c'est ordonner les lignes de façon à ce que... Donc je vais essayer de réécrire de la même manière que ce que j'ai sous la main. Ordonner les lignes non nulles en haut, bien sûr, de la matrice, de manière à ce que, de façon à ce que la première
le premier coefficient non nul, disons. Donc, le premier coefficient non nul. Donc le premier coefficient non nul de la ligne d'une ligne. On va y arriver, hein. Le premier coefficient, où est-ce que vous je suis bête, il est dans ma main, tout va bien. Donc d'une ligne. On commence ici. Se trouve toujours à droite de la ligne d'après, de celle non nulle de la ligne d'après. Donc, se trouve toujours à droite de l'entrée du coefficient non nul du premier coef non nul de la ligne suivante. C'est exactement ce qui se passe, hein. La première entrée non nulle de la ligne 1, c'est le 1 qui est ici. Et dans la deuxième ligne, la première entrée non nulle, elle est ici. Donc on voit bien que celle-ci est à droite de celle-ci, tout va bien. Donc on est bien dans le sens qu'il me faut. Bon ben voilà, du coup on vient d'appliquer. Donc c'est ça l'algorithme de Gauss-Jordan. Okay. Donc l'algorithme de Gauss-Jordan nous a permis de passer de cette matrice-là à cette matrice-là. Donc je vais l'appeler M', cette nouvelle matrice, 1, 0, -1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok. Bon, alors il me faut peut-être donner encore quelques petites définitions. Donc la première petite définition que je vais donner, c'est qu'en fait la matrice qu'on obtient à la suite de cet algorithme, c'est une matrice qu'on appellera une matrice échelonnée réduite par ligne. Okay. Donc là, on l'a fait par ligne. Il existe le même genre par colonne. Okay. Donc, je ne vais pas le faire, mais j'efface. Et je vais l'écrire. Remarque. Il existe le même type d'algorithme, mais avec les opérations colonnes. Ok ? Alors, donc là, moi, je m'arrête juste à la ligne, à l'opération ligne. Donc, la matrice qu'on obtient à la suite de ça, donc définition, je peux m'en servir de définition. La matrice obtenue, la matrice obtenue à la suite de l'algorithme est appelée matrice échelonnée réduite par ligne de M. Ok, donc la matrice qu'on a obtenue ici, c'est la matrice échelonnée réduite par ligne de M. Ok, on peut avoir le même type
de matrice échelonnée par colonne, bien sûr. Bon. Ok. Donc voilà, voilà quelque chose d'assez sympa. Alors il y a une propriété très cool qui est la suivante. Une propriété. Si je prends deux matrices, donc soit M et N, deux matrices, donc deux matrices telles que les matrices échelonnées réduites, N', je vais noter N' et N', les matrices échelonnées réduites, par ligne, donc telles que M' égale N'. Bon bah si j'ai ça, ça veut dire que M et N sont donc équivalents, sont donc en ligne équivalence. Sont donc lignes équivalentes. Donc, M et N sont lignes équivalentes. C'est-à-dire qu'il y a moyen donc, de faire des opérations sur les lignes pour passer de M vers N. Ça paraît bête de dire ça, mais en fait, ça n'est pas tant que ça, puisque c'est pas si dur. Puisque pour aller de N vers M', je fais des opérations lignes. Mais je sais que les opérations lignes sont réversibles. Je peux aller dans l'autre sens si je veux. Donc ce qui est possible, c'est d'aller de M vers M', puis je sais que M' égale N', donc je vais ensuite de N' vers N, pardon. Et j'ai gagné. D'accord? Donc il y a moyen de les mettre dans le même type d'équivalence. Donc ça, c'est assez intéressant. Ok. Un autre truc intéressant, ça va être la chose suivante. Je vais définir ce qu'on appelle le rang d'une matrice, grâce à cette question de matrice échelonnée. Ok? Donc, pour définir le rang d'une matrice, définition, il faut que je définisse ce qu'on appelle une colonne pivot. Donc une colonne pivot, d'une matrice M, ça peut être une matrice quelconque, donc matrice MNP, est une colonne telle que tous ces coefficients sont nuls sauf en une ligne où c'est égal à 1. Donc par exemple, la matrice M de départ n'a pas de colonne pivot. Par contre, la matrice M' a deux colonnes pivots. Colonne pivot. Donc la matrice là-haut n'a pas de colonne pivot. Par contre, M' a deux colonnes pivots. La première et la deuxième. Ok? Et on définit alors le rang. J'ai mis c'est un donc, mais c'est même équivalent en fait. J'ai mis donc, mais c'est même un si et seulement si. Je l'écrirai dans le PDF, ce truc-là. C'est même un si et seulement si. C'est ce qui explique pourquoi je vais définir maintenant, à partir de M', la notion de rang. Donc, définition. Le rang d'une matrice M est le nombre de colonnes pivots présents
présente dans M', la matrice, je rappelle, la matrice échelonnée, enfin échelonnée réduite par ligne. C'est-à-dire la matrice obtenue à la suite. On va définir, on dira que la matrice échelonnée réduite par ligne, c'est la matrice. Pour nous, pour l'instant, ça sera juste la matrice obtenue à la suite de l'algorithme de Gauss-Jordan. Ok, donc bon, on va pas... Pour l'instant, je n'ai pas forcément envie d'aller dans ce détail-là, mais bon, on pourrait, mais j'ai pas vraiment... Pour l'instant, je pense que c'est pas forcément utile de rentrer vraiment dans le détail de ce que ça veut dire avoir une matrice échelonnée réduite par ligne. Grosso modo, juste pour... c'est en fait tomber sur une matrice de ce type. Où j'ai des 1 qui apparaissent au fur et à mesure de plus en plus à gauche, en suivant les lignes de haut en bas. Et puis à un moment donné, j'ai que des zéros. C'est ça une matrice échelonnée. Ok? C'est ça une matrice échelonnée. Puis après, il faut mettre des zéros aussi quand on a 1 à un endroit, on a des colonnes pivots. Donc bon, c'est comme ça qu'on pourrait définir. Donc le rang d'une matrice M est le nombre de colonnes pivots présentes dans blablabla. Donc on va notons R de M, le rang de la matrice M. Et je peux bien dire le rang, puisque on se rend compte que si deux matrices ont le même M', alors ces deux matrices sont lignes équivalentes. Donc en fait, les deux matrices vont avoir le même rang. D'accord? Donc deux matrices lignes équivalentes, je vais dire ça quand même, c'est une propriété directe. Propriété directe, c'est que deux matrices M et N lignes équivalentes ont le même rang. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que si deux matrices M et M ont le même rang, alors elles sont lignes équivalentes? La réponse c'est en fait non. Enfin, en espérant que je ne dis pas de bêtises, il faudrait que je vérifie, mais je crois bien que non. J'avais pas pensé avant, mais là je suis en train d'y penser. Je crois bien que non, puisque l'algorithme, si on arrive à autre chose que -1 et 2, je pense qu'on ne va pas pouvoir faire des opérations pour se ramener. Donc imaginons qu'à la place du -1, on a un 1. Voilà, tout simplement. L'exercice qu'on pourrait se dire, c'est je remplace le -1 par un 1. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de refaire intervenir un 0, -1? Et en fait, la réponse, je pense que c'est non. Donc en effet, je pense que deux matrices qui ne sont pas de même rang ne sont pas nécessairement lignes équivalentes. Elles peuvent l'être, mais c'est pas forcé. Bon, donc le rang de la matrice M, donc là l'exemple, le rang de la matrice M, c'est donc 2. D'accord, donc sur cette matrice, c'est 2, puisque nous avons deux colonnes pivots dans la matrice M'. Donc le rang, c'est 2. Alors, comme maintenant on connaît le rang de la matrice, j'affirme quelque chose d'assez fort. J'affirme en fait que si je regardais la famille formée par les vecteurs qui sont en ligne, eh bien il se trouve que là-dedans, je ne peux trouver que qu'au maximum 2 vecteurs qui vont me former une famille libre. Et donc c'est comme ça que je vais énoncer la propriété. Une propriété suivante. Et c'est en cela que finalement, avoir une famille libre, on va pouvoir le voir de manière un petit peu plus facile. Comme ça. Donc, propriété. Alors, soit U1. Bon, je vais me permettre de mettre les coordonnées. Donc M11 jusqu'à M1P jusqu'à UN, MN1 jusqu'à MNP. D'accord? N vecteurs. Et puis M et M, la matrice
Donc la matrice M11, M1P, MN1, MNP. Ok, donc voilà cette matrice. Donc la matrice, en fait, elle contient les coordonnées de chacun des vecteurs, mais en ligne. Ok. Bon, eh bien ce que je viens de dire, je vais l'affirmer maintenant. Si le rang de M est égal à R, alors il existe une famille libre de taille R. Alors, qu'est-ce que je peux dire plutôt? C'est pas ça que je veux dire exactement. Je vais essayer d'être un peu plus fort que ça dans ce que je veux dire. Donc alors, toute famille, voilà, on va faire ça. Toute famille formée par un sous-ensemble de ces vecteurs, contient au plus R vecteurs formant une famille libre. Formant une famille libre. Formant une famille libre. Vous voyez ce qui se passe là? Bah, du coup, ce qu'on vient de montrer là, avec ce calcul, cet exemple, si je reprends cet exemple, et que je prends les vecteurs correspondant à mes lignes, donc U1, 1, 2, 3, U2, 4, 5, 6, U3, 7, 8, 9, et U4, 10, 11, 12. Bah, si je prends, donc dans cette famille, il y a au plus deux vecteurs qui forment une famille libre. Donc, dans cette famille, il y a exactement en fait même, c'est pas... Oui. Mais là j'ai dit tout sous-ensemble, donc ça veut dire que je peux prendre un sous-ensemble de vecteurs et par malchance, je peux tomber sur des vecteurs qui sont collinaires. Donc bon, c'est pas... Bon. Ok, donc oui. Dans cette famille, il y a au moins une famille libre formée de deux vecteurs. Il y a au moins une famille libre formée de deux vecteurs. Et toute famille libre, enfin toute famille, pardon, pas libre, toute famille de plus de 3 vecteurs est liée. Et je vais vous le montrer en montrant par exemple que U1, U2 est une famille libre. Et puis bah, on va pouvoir écrire U3 et U4 en fonction de U1 et U2. Donc, j'affirme que U1, U2 est libre. Ok? Donc, comment on montre que U1, U2 est libre? Bah, je vais repartir. Et là, on va faire du rappel du cours 1. Ok? Ouais, il est 39, ça va, 39 minutes. Donc, on va faire du rappel du cours 1 à ce moment-là sur qu'est-ce que ça voulait dire montrer qu'une famille est libre. Bah, dire qu'une famille est libre, ça veut dire que si je prends alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 égale 0, alors alpha 1 égale alpha 2 égale 0. Donc si j'ai ça, alors j'ai ça.
Ok, c'est ça dire qu'une famille est libre. Donc partons de cette propriété et puis écrivons les égalités que nous devrions avoir. Donc, alpha 1 U1 plus alpha 2 U2, c'est égal à quoi? Bah, si je regarde le niveau coordonnées, j'obtiens alpha 1 plus 4 alpha 2. J'ai alpha, 2 alpha 1 plus 5 alpha 2. Et enfin, j'ai 3 alpha 1 plus 6 alpha 2. Et ce que je veux, c'est que ça vale 0. Donc si tout doit valoir 0, je vois grâce à la première ligne que alpha 1 égale 4 alpha 2. Et puis grâce à la deuxième ligne, si alpha 1 égale moins 4 alpha 2, j'obtiens moins 3 alpha 2 égale 0 sur la ligne d'après en remplaçant. Donc, bon, j'ai pas besoin de la dernière ligne. Donc j'en déduis que alpha 1 égale alpha 2 égale 0. Donc oui, c'est bien une famille libre. Ok, maintenant, je vous affirme que les autres vecteurs, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, je peux les écrire en fonction de 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Alors, je vais directement vous donner la relation. Après, ça peut être un exercice de montrer que la famille, donc si vous voulez, ça peut être un exercice de montrer que la famille U1, U2, U3 est liée et la famille U1, U2, U4 est liée. Ok? Ça peut être un bon exercice. Moi, je vais juste vous donner directement la relation et puis je vous laisserai checker que ça marche. Donc, notamment, si je fais 2U2 moins U1. Si je fais 2U2 moins U1, j'obtiens 8 moins 1, ça fait bien 7. Je fais 10 moins 2, ça fait bien 8. Puis je fais 12 moins 3, ça fait bien 9. Donc 7. Ceci me donne U3. Donc en effet, la famille U1, U2, U3 est liée. Et puis, normalement ça va marcher aussi si je fais... Il faut réfléchir peut-être un petit peu plus, mais si je fais 3 fois U2 moins 2 fois U1. Donc si je fais 3 fois U2 moins 2 fois U1, j'ai donc 12 moins 2, ça fait 10. Ensuite, j'ai 15 moins 4, ça fait bien 11. Et enfin, j'ai 18 moins 6, ça fait bien 12. Et voilà. Voilà. Donc en effet, là je viens de vous montrer que les familles U1, U2, U3 est liée, la famille U1, U2, U4 est liée. Donc c'est terminé. Puis si je veux, je peux montrer que U1, U3, U4 aussi est lié. Enfin bref. Voilà. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ok. Bon. Je vais effacer là. Je tenais à en parler parce que justement ça, par exemple, c'est... Même si je veux pas qu'on s'embrouille trop avec ces histoires de rang pour l'instant et tout ça, j'aimerais juste vous mettre en avant que voilà, c'est déjà une utilité assez forte de cet algorithme. Ça permet vraiment de nous dire des choses sur la famille qu'on est en train d'étudier, des choses comme ça. Donc c'est vraiment... je mettrai certainement en exercice une autre famille de vecteurs. Donc dans le PDF, je mettrai un petit exercice pour vous donner une autre famille de vecteurs, et cette autre famille de vecteurs, il faudra savoir donner une famille d'une certaine taille qui est libre, et puis montrer que la famille est liée, ou un truc comme ça. Enfin, et vous allez voir qu'en passant par là, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Ok. Sur quoi est-ce que je peux embarquer ? Donc, en fait, j'ai commencé à aller dans les applications sans trop le vouloir, bon, c'est pas grave. Mais je vais vous montrer maintenant l'application pour la détermination d'une inverse. Et je vais donner la propriété, puis, donc on va revenir sur des matrices maintenant carrées. Donc la matrice rectangulaire, c'était juste pour passer là-dessus, sur cette notion de rang et tout ça. Cette partie-là, je la mettrai plutôt dans la partie que je vais maintenant appeler application. Hop. Donc,
Donc dans la partie application, je remettrai le rang. Ce que je viens de dire sur le rang, je le mettrai là. Ok, parce que ça fait partie des applications. Donc je suis allé un petit peu vite, j'ai pas fait attention, mais j'aurais dû vous introduire. Maintenant, on passe par les applications, ben voilà. Donc voilà, je vous ai appliqué le rang là sur l'exemple qu'on a fait, qu'on a suivi depuis le début de l'algorithme. Je pense que c'était une bonne idée. Et bon, voilà quoi. Très bien. Alors, partons maintenant sur la détermination d'une inverse. Donc ça sera je sais pas, il faut mettre des petits A, petits B. Au bout d'un moment, on est embêté avec les numérotations. Donc on va dire que le A, ce sera le rang, et B, détermination d'inverse. Et la détermination d'inverse, on va partir d'une propriété, alors on revient, voilà. On va partir d'une propriété qui est la suivante, et qui se déduit assez bien de l'algorithme de Gauss-Jordan que nous venons d'expliciter. Donc la propriété va être la suivante, je prends une matrice, donc soit M, une matrice carrée. Maintenant on s'intéresse aux matrices carrées. De Mn de R. Ok. Alors si l'algorithme de Gauss-Jordan, donne n' égale IN, donc autrement dit que la matrice échelonnée réduite par ligne de M est l'identité, alors M est inversible. Et de plus, on va pouvoir avoir son inverse. Et je vais vous expliquer comment, en vous montrant la preuve de ce truc-là, et en ayant à l'esprit ce que je vous ai dit à la fin du cours 1. Du cours 1, pas du cours 1, à la fin de la première partie du cours 5. Excusez-moi. Donc ce que j'ai dit à la fin de la première partie du cours 5. Si on a à l'esprit ça, vous vous souvenez que je vous avais dit que les opérations avec les lignes, c'était la même chose que de multiplier par certaines matrices à gauche pour les lignes, les opérations lignes, et pour les opérations colonnes, c'est à droite. Ok ? Bon. Là, ce qui nous intéresse, c'est de faire des multiplications que d'un seul côté. Je tiens à le préciser, c'est des multiplications qui se font d'un seul côté. Ok. Bon. Alors la preuve est la suivante. Disons qu'on a une suite d'opérations. Donc, ça veut dire que IN et M sont des matrices lignes équivalentes, d'accord ? Donc si M' égale IN, ça veut dire que M et IN sont lignes équivalentes. Ok ? Donc la matrice IN et la matrice M sont lignes équivalentes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que IN s'obtient à la suite d'une suite d'applications lignes, donc on va dire LP jusqu'à L1, appliquée à la matrice M. Sauf que comme je vous l'avais expliqué en remarque, dans la partie je suis en train de dire que j'avais un souci de numérotation, mais j'ai compris pourquoi j'ai un souci de numérotation. C'est pas comme ça que je comptais numéroter les choses. Oui, c'est pas comme ça que je comptais numéroter les choses. Donc voilà, alors excusez-moi, je vais juste reprendre ça. Je suis navré, mais je préfère le faire tout de suite, parce que sinon... Donc oui, c'est normal, parce que j'ai dit grand 3. Je suis désolé, je suis fatigué, j'enchaîne plein de choses en même temps, c'est très dur. J'espère que vous m'en excuserez. Donc application, et donc le premier point c'était le rang, dont j'ai déjà parlé, mais dans la partie précédente. Et là, je suis en train de faire détermination d'inverse. Et on remarque donc de la partie grand 2, petit 1,
j'avais dit que faire une opération ligne, donc faire une opération L1 de M, c'est en fait la même chose que multiplier une certaine matrice. Donc je sais pas, je vais l'appeler, peut-être pas mettre le même L, mais je vais faire comme ceci, un beau L. Donc ça revient à faire une matrice, un grand L manuscrit, fois M. Donc autrement dit, voilà. C'est vraiment, ça revient à la même chose que ça. Ok. Donc ça c'est une matrice. Autrement dit, cette égalité étoile revient à la même chose que de dire que IN est égal à une matrice LP fois une matrice L1 fois M. Donc, ça veut dire que si je note ça comme étant la matrice N, ce que je viens de montrer, c'est que IN est égal à N fois M. Et voilà. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que ça marche aussi dans l'autre sens? Bah, la réponse est oui, ça va marcher aussi dans l'autre sens. En fait, je vais vous le faire très vite. Si j'ai cette multiplication qui est vraie, bah, ça veut dire que on peut écrire que n-1 égale m. Jusque-là, on est d'accord. Et puis si je multiplie par n de ce côté, je vais donc avoir m fois n, et ici je vais avoir n-1 fois n. Mais n-1 fois n, c'est l'identité. Okay. Donc on pourrait se poser la question, j'y réponds tout de suite, pour moi, je suis arrivé là, c'est terminé. Mais pour ceux qui se sont posé la question, oui, mais normalement je dois vérifier la multiplication dans l'autre sens. Pour ceux qui se sont posé cette question, voilà comment je peux vous y répondre. En fait, c'est parce que si j'arrive à vous montrer ça, j'ai automatiquement l'autre multiplication qui vérifie aussi la même chose. Donc voilà. Du coup, j'ai terminé. J'ai terminé ma preuve. Et donc vous voyez que ma transformation, mon algorithme de Gauss-Jordan, permet vraiment de déterminer une inverse de matrice si elle existe. Alors, on va reprendre un exemple qu'on a traité il y a quelques instants. Enfin, il y a quelques instants. Ah non, c'était la première partie. Je ne vais pas reprendre l'exemple mais je vais reprendre les exemples qu'on a fait dans la partie motivation. Ok ? On voit que tout se regroupe bien. Donc si je reprends l'exemple de la... alors attendez, je vais peut-être pas faire tout de suite ça. Parce que j'ai une partie résolution de système. Donc je vais peut-être pas faire tout de suite ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les matrices qu'on a vues dans le cours précédent. Donc les matrices qu'on a vues dans le cours précédent, on avait vu la matrice, par exemple, 1, moins 1, 1, 1. On avait vu la matrice 1, moins 1, moins 1, 1. Et on a vu la matrice... je vais y arriver. On a vu la matrice 5, 1, 2, 2. Ok, donc je vais refaire ces exemples-là, mais à l'aide de Gauss-Jordan. Et ce que je vais faire, c'est quelque chose d'un en plus. Je vais garder en mémoire l'identité à gauche, au début. Et puis je vais faire les opérations que je fais à gauche, je vais les faire aussi en même temps à droite. Et c'est comme ça que je vais pouvoir retrouver quelle est la matrice inverse, la matrice n. Parce que là, je l'ai fait comme ça de manière théorique en vous disant, oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faudrait reprendre les matrices que je vous expliquais avant, et ça donne l'impression que ça va être lourd. Mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Et je vais vous montrer que c'est pas tant que ça, en refaisant ces exemples-là, mais avec Gauss-Jordan. Et Gauss-Jordan amélioré, c'est-à-dire que je vais faire la chose suivante, je prends ma matrice d'un côté, et de l'autre côté, je vais mettre l'identité de même taille. Je dis l'identité. Je prends l'identité de même taille, comme ceci. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'algorithme de Gauss-Jordan sur cette matrice, afin d'obtenir sa matrice échelonnée réduite.
Si cette matrice échelonnée réduite donne l'identité, alors ça veut dire que la matrice est inversible et que la matrice inverse sera obtenue ici. Faisons l'exemple. Donc la première chose que je dois faire, c'est regarder la première ligne qui est non nulle. La première ligne qui est non nulle, elle est là. Je regarde le premier coefficient non nul, il est là. C'est un 1. Donc je divise par 1, bon, ça ne fait pas grand-chose. Par contre, ce qu'on doit faire maintenant, c'est de faire ligne 2 devient... Donc ce que je vais l'écrire en termes d'opération, donc je dois faire L12 de moins 1. Donc je dois ajouter à la ligne 2 la ligne 1 multipliée par moins 1. Faisons ça. Donc j'ai ma ligne 1 qui ne bouge pas, et ma ligne 2 qui devient 1 moins 1, 0. Et puis 2 alors, puisque je vais avoir 1 moins 1, donc ça va faire 2. Ok? Alors, de l'autre côté, comme j'ai dit, je veux garder en mémoire. Donc je vais garder en mémoire. Ce qui s'est passé, c'est donc que j'ai fait 1, 0, et puis ici j'ai fait ligne ici, excusez-moi, donc j'ai fait ligne 2 moins ligne 1, donc autrement dit j'ai moins 1, 1. Voilà. Pour la suite, je regarde la prochaine ligne non nulle. Donc la prochaine ligne non nulle c'est celle-ci, le coefficient non nul c'est 2, et je dois donc d'abord diviser par 2 cette ligne. Donc si je divise par 2 cette ligne, j'obtiens 1, moins 1, 0, 1. Maintenant je divise par 2 cette ligne, j'obtiens 1, 0, la deuxième ligne, donc moins 1,5, 1,5. Et donc là ce que je viens de faire, je vais écrire quand même L2 de 1,5. Voilà. Et maintenant ce que je dois faire, c'est que je dois faire le passage de L2,1 avec plus 1. C'est-à-dire que je dois additionner. Okay. Donc si j'additionne, j'obtiens 1, 0, 0, 1. Et de ce côté, si j'additionne, j'obtiens 1,5, 1,5, moins 1,5, 1,5. Et tiens donc, comme je vous l'avais promis, nous venons de trouver la matrice inverse. Puisque si vous rejetez un œil au cours précédent, celle-ci, c'est bien la matrice inverse de M. Donc si M, c'est celle-ci. Vous voyez? Donc si on arrive à avoir une matrice où on a identité, c'est gagné. On a gagné. Ok? Bon. Ok, alors maintenant, je vais refaire la même chose, mais avec l'autre matrice. Ok? Cette autre matrice n'avait pas d'inverse, hein, pour rappel. Donc on va faire la même chose avec l'autre matrice. J'efface à présent. Et ensuite, je vais parler de résolution de système avec ce genre de choses. Alors, la résolution de système ressemble beaucoup à ce que je suis en train de faire. Bon. Donc, la deuxième matrice, c'était ça. 1, moins 1, moins 1, 1. Et 1, 0, 0, 1. Je commence comme ça. Bon, comme tout à l'heure, la première ligne non nulle, c'est celle-ci. Reviens. Non, alors attends, faut que je revienne parce que c'est un peu flou là. On va y arriver. Voilà. Ok. Donc la première ligne non nulle, c'est toujours la première là. Le premier coefficient non nul, c'est celui-là, le 1 là. Et comme tout à l'heure, je vais faire. Donc là, cette fois-ci, je fais ligne 1, 2, et je fais une fois. C'est-à-dire que j'additionne la ligne 1 sur la ligne 2. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1, moins 1, 0, 0. Et là, ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1, 0, 1, 1. Et là, c'est problématique, parce qu'on a fini. On a fini, et on a fini avec une matrice échelonnée qui ne marche pas bien, cette fois. D'accord? Puisque là, on n'a pas le 1 pour l'identité. Donc cette matrice échelonnée, là nous venons d'obtenir M', hein, puisque ça c'était M1, disons je vais mettre M2. Donc je viens d'obtenir M2', là, puisque j'ai fini. Je viens d'obtenir M2', mais cet M2',
il est différent de l'identité. Ici, identité 2, puisqu'on travaille sur des matrices 2 fois 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la matrice n'est pas inversible. Donc, M2 n'est pas inversible. Et voilà comment on va pouvoir reconnaître des matrices inversibles et des matrices qui ne sont pas inversibles. Donc, en fait, même de manière un peu plus générale, on peut dire qu'une matrice est inversible si et seulement si son rang est égal à la dimension de la matrice. Donc, c'est peut-être une propriété que je peux énoncer à présent. M est inversible. Donc, M dans Mn de R est inversible si et seulement si et seulement si le rang de M, je vais l'écrire carrément comme je l'ai écrit tout à l'heure, donc R de M est égal à N. Ou alors si et seulement si aussi M', donc la matrice échelonnée là, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est un si et seulement si, ça revient à l'identité. D'accord? Et voilà comment on peut déterminer l'inverse des matrices ou savoir si une matrice n'est pas inversible. Ça, c'est une manière, à l'aide de l'algorithme de Gauss-Jordan, qui permet de conclure. Ok. Je vais maintenant faire l'algorithme de Gauss-Jordan sur cet exemple, et puis je vais passer à la troisième partie avec la résolution de système, pour vous montrer comment ça marche si on le fait en parallèle. Ok. Donc j'efface. Je vais juste le faire pour le dernier pour vous montrer que ça marche aussi. Et on n'a plus besoin de ce système d'équations et tout ça, on n'a plus besoin. C'est fini. Les équations pour avoir les inverses de matrice, c'est fini. Maintenant, on peut appliquer cet algorithme et ça nous en détermine un, s'il y en a un. Et s'il n'y en a pas un, eh ben, on va voir qu'à un moment, on a un problème sur notre algorithme. Donc, s'il y a un problème, on n'a pas d'inverse. Ok? Donc, 5, 2, 2, 1, ce qui est quand même génial, parce que bon, on était mal parti. Au début, on était un peu mal parti avec nos matrices, en se disant, bah mince, comment on fait pour avoir une inverse et tout ça. Et puis là, maintenant, on a une méthode vraiment propre, assez rapide, et qui nous permet automatiquement d'avoir l'inverse de la matrice. Donc allez, c'est parti. J'ai donc... je vais faire pareil, donc la première ligne non nulle c'est 5, donc là ce que je vais faire c'est L1, 1 cinquième, je dois diviser par 5, et j'obtiens donc 1, 2 cinquièmes, 2, 1, donc là j'ai 1 cinquième, 0, 0, 1. Ensuite, j'applique L12 de moins 2, de cinquième, et là qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens... je vais y arriver. Donc là ce que j'obtiens c'est 0, et puis là ce que j'obtiens c'est 4 cinquièmes, donc 1 moins 4 cinquièmes ça fait 1 cinquième. Et donc 1 cinquième, 0, moins 2 cinquièmes, pardon. Si j'ai moins 2 cinquièmes, 0. Pas 0, 1. Ok, maintenant je multiplie par 5 cette deuxième ligne là. Donc L1, on va y arriver. Je dois appliquer L2 de 5 et j'obtiens 1, 2 cinquièmes, 0, 1. Oui, 1. Et puis là ici j'ai 1 cinquième toujours 0. Par contre là je multiplie par 5, j'ai donc moins 2 et j'ai 5 ici. Okay. Normalement, si vous rejetez encore un œil au cours 1, vous devriez commencer à reconnaître la matrice inverse, puisque la dernière ligne, c'est terminé, c'est la même. Et puis maintenant, la ligne du dessus, je vais faire pareil, donc je vais appliquer maintenant L2, 1, et je dois appliquer moins 2 cinquièmes. Donc si je fais ça, j'ai 0, j'ai 1, 0, 0, 1, donc j'ai bien l'identité, ça veut dire que la matrice est bien inversible, tout va bien. Et si j'applique ce que je viens de dire, j'ai donc... Alors attendez, je réfléchis 2 secondes. Oui, donc je vais avoir 4 cinquièmes
puisque là j'ai un moins 2. Hein. Moins 2 fois moins 2 cinquièmes, ça fait 4 cinquièmes. 4 cinquièmes plus 1 cinquième, ça fera bien 1. Et puis 5 multiplié par moins 2 cinquièmes, j'obtiens moins 2. Ouf, un 0, c'est un 5. Et voilà. Donc la matrice inverse, en effet, donc de 5, 1, 2, 2, c'est donc 1, moins 2, 5. Exactement comme on l'a vu dans le cours 1. Pas mal, hein? Ok, alors reste la dernière partie. Résolution de système. Dernier point de cette partie 3, les derniers points de ce cours 5. Et on va revenir à nos systèmes de départ. Aussi. Donc, 3 résolutions de systèmes d'équations. Donc on revient à nos systèmes d'équations de départ. Et puis on va voir que, il y a des façons d'écrire déjà ce système. Donc je vais d'abord partir sur ça, sur le fait qu'on peut réécrire le système autrement. Et puis je vais ensuite montrer que en fait on a une résolution qui peut se faire de la même manière que ce que j'ai fait là pour retrouver l'inverse. Ok ? Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais revenir d'abord dans le premier système qu'on a vu. Donc, retour sur le problème 1. Comme ça, la boucle est bouclée. Retour, problème 1. Donc si je retourne sur le problème 1, j'avais comme système 4... Non, c'est pas ça. Il faudrait juste que je relise le problème. 2 secondes. Donc, j'ai 2x plus 2y, donc 2x plus 2y plus z égale 62. J'avais 3x plus 2y plus 2z égale 84. Et puis j'avais également 5x plus y plus 2z égale 89. Voilà. Donc j'avais ce système d'équations. Bon, ce que j'affirme, c'est que déjà, je peux l'écrire sous la forme d'une équation matricielle. Sous la forme d'une équation matricielle, c'est quoi ? En fait, c'est la chose suivante. En fait, ce truc-là, je pourrais écrire que c'est en fait l'équation suivante. 2, 2, 1, 3, 2, 2, 5, 1, 2, fois x, y, z est égal à 62, 84, 89. Donc je peux l'écrire sous la forme 1 fois grand X égale grand Y. Si vous n'en êtes pas convaincu, faites le calcul. Regardez le calcul que vous faites. En effet, vous faites bien 2 fois X, plus 2 fois Y, plus 1 fois Z. Ça vous donne bien la première ligne. La deuxième ligne, 3X, plus 2Y, plus 2Z. Ça vous donne bien la deuxième ligne. Et ainsi de suite. Donc en fait, un système d'équations peut se ramener à un produit comme ceci. Une équation matricielle comme celle-ci. Donc je vais l'écrire ça. Hop. Donc une petite propriété. Tout système d'équations à P inconnu, à n lignes et P inconnu, on va dire ça comme ça. Donc à n lignes et P inconnu,
peut se ramener à une équation matricielle du type A fois grand X égale grand Y, avec A, une matrice dans Mn, Mnp de R. X, ça doit être une matrice MP1 de R, si je veux que la multiplication soit licite. Et puis Y, c'est une matrice dans Mn1 de R, puisque c'est le résultat du produit. Ok, donc voilà, tout système d'équations peut se ramener sous cette forme. Ok. Alors on pourrait se dire, ouais, ça ne m'amène pas forcément à grand chose. Bah en fait si, ça peut vous amener à déjà une chose en particulier. La première, c'est que si la matrice est inversible, donc si vous travaillez avec une matrice n fois n, et que cette matrice est inversible, eh ben vous pouvez, si vous avez l'inverse sous la main, vous pouvez déterminer directement la solution de l'équation. Et donc c'était le cas dans notre système. Dans notre système du problème 1. Autre propriété donc. Soit un système d'équations menant à l'équation matricielle. Donc ça mène à l'équation matricielle AX égale Y avec A dans Mn de R, X dans Mn1 de R et Y aussi dans Mn1 de R. Donc si A est inversible, alors X, l'inconnu X, est égal à A-1 fois Y. Donc là, par exemple, pour la matrice que je vous ai donnée, on pourrait déterminer l'inverse de cette matrice, et une fois qu'on a l'inverse de la matrice, bah, on a tout de suite la solution. C'est quand même bien pratique. Bon, très bien. Alors une autre manière de résoudre les systèmes d'équations, c'est de la jouer de la manière suivante, et je vais le faire dans le deuxième problème, ce qu'on avait traité dans le deuxième problème. Je pourrais résoudre le système de la manière suivante en disant, bah, je prends... Donc on a le même genre de truc, on a trois inconnus, une matrice 3-3, patati patata, avec des équations. Donc, bon, pareil, je vais essayer de les retrouver, ces équations. Donc, on aurait 4a plus 2b plus 2c, 3a plus 3b plus 4c. Puis le dernier, nous avions 5a plus 1b, 0. Et chacune des équations, à la fin, on avait 50. Voilà. Ce que je pourrais faire, c'est au lieu de mettre une autre matrice, et que je cherche à résoudre, au lieu de mettre une autre matrice, ce que je fais, c'est que je résous l'équation en faisant ceci. Et en faisant exactement la même chose, je vais appliquer l'algorithme de Gauss, et je vais garder ce que j'ai fait en mémoire ici. Et vous allez très vite vous rendre compte que ce que je vais faire ici, je ne vais pas le faire en entier, ce que je vais commencer à faire ici ressemble étrangement à ce que j'ai fait pour la résolution du problème. Donc je suis parti. Hop. Donc la première chose que je dois faire, c'est que je regarde la première ligne et je regarde le premier terme non nul. Là ici, le premier terme non nul, c'est 4. Donc je dois diviser par 4. J'ai donc 1, 1 demi, 1 demi, et puis si je divise par 4, je vais avoir 50 divisé par 4, ça faisait 25 demi. 3, 3, 4, 5, 1, 0. 50, 50.
voyez déjà, ça c'est le premier point de départ. Puis après, je vous avais fait, j'enlève 3 fois la ligne 1, puis j'enlève 5 fois la ligne 1, etc. Puis j'étais arrivé à, après simplification, alors j'espère bien me souvenir, je promets rien. Puis, donc nous avions 0. J'essaie de me souvenir. C'est pas du tout. Qu'est-ce que j'ai lu là? Ouais, j'avais 25 demi ici, ça c'est sûr. Ouais, c'était 3 demi de Z, je crois. Oh, attends. Ouais, 3 demi de B, et puis ici j'ai moins 5 demi, je crois. Donc je dois avoir moins 5 demi, je pense. Je crois que c'était ça. Mais bon, bref. Je crois que c'était ça. Et puis le dernier, bah, j'ai 0, 0, 0, 0. Après toutes les solutions, hein, donc on continue. Et puis on arrive là. Et on arrive là. Okay. Donc je me retrouve avec ça. Bah, si je me retrouve avec ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que ce système d'équations a une infinité de solutions. Et que cette infinité de solutions peut se démarquer en mettant sous la forme... donc on peut la démarquer en mettant sous la forme réduite. Donc si je mets sous la forme réduite, donc si je continue un tout petit peu ce que je viens de faire là, bon je ne vais pas le faire là parce que je pense que je vais manquer de temps et il est déjà, voilà, je suis déjà à 1h15, mais je vous assure que si je continue à avoir ma forme réduite, ce que je vais voir c'est que en fait je peux tout déduire à partir de C par exemple. En disant que C vaut telle valeur, alors je vais pouvoir dire que A vaut telle valeur et B vaut telle valeur. Assez rapidement. Autre remarque, si à la fin vous n'avez pas 0 ici, vous avez autre chose. Donc, disons, je sais pas, Y. Puis Y différent de 0. Si vous avez ça, ça veut dire que le système d'équations n'admet pas de solution. Puisque vous ne pouvez pas avoir 0, 0, 0 égale un truc non nul. C'est pas possible. Donc ça veut dire que ce système d'équations n'a pas de solution. Donc si on a ce cas-là avec ça, alors le système d'équations n'a pas de solution. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Peut-être que j'en retoucherai quelques mots pour le cours suivant. En espérant que cette vidéo va arriver assez vite, donc notamment la première partie déjà, et puis cette partie-là qui arrivera assez vite. Encore une fois, je tiens à m'excuser si cela a dérangé quelques-uns d'entre vous. Le fait que j'ai mangé pendant la première partie de cours, bon la deuxième partie ça va, c'était une banane et c'était assez rapide, mais bon voilà, si ça dérange, je suis désolé, vraiment c'est parce que je joue sur un emploi du temps un peu serré aujourd'hui. J'ai été un peu obligé de le faire comme ça. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à m'envoyer quelque chose par mail, des questions, etc. Quitte à ce qu'on se donne un rendez-vous. J'en profite pour donner une information que je redonnerai certainement à la séance de questions-réponses. Je vais vous envoyer ou mettre sur Moodle les dates et heures auxquelles je suis disponible pour pouvoir organiser nos rencontres individuelles. Comme je l'avais dit au tout début de la session, j'avais dit que je voudrais prévoir ce genre de choses avant l'examen 1 et avant l'examen 2, en ces deux périodes-là. Donc je vais vous envoyer mes disponibilités jusqu'à l'examen 1. Et puis vous me dites quand est-ce que ça vous irait le mieux. Et puis on se mettra d'accord sur un petit rendez-vous de 15 à 30 minutes. Ça peut être plus long, ça peut être moins long, c'est pas dérangeant, d'accord? Ça dépend à quel point c'est utile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est essentiellement faire connaissance avec chacun d'entre vous individuellement, parce que c'est vrai que ça, voilà, on n'a pas ce côté-là, comme je l'ai déjà dit et je le redis, on n'a pas ce côté-là présentiel de vous voir à chaque fois dans la classe, pouvoir discuter après le cours, avant le cours, des choses comme ça. C'est pas du tout la même chose. J'aimerais quand même essayer de vous saisir davantage juste en parlant avec vous, en sachant un peu plus sur ce que vous comptez faire, votre parcours et ce que vous comptez faire
après. Et puis également connaître peut-être individuellement un peu mieux vos difficultés concernant ce cours. Bon, pour certains qui ont déjà des difficultés, ils n'ont pas hésité à venir me voir, mais d'autres qui ont aussi certainement des difficultés mais qui n'osent pas me voir, j'espère que voilà, ça pourrait vous permettre de débloquer un peu la situation et de dire pourquoi pas discuter un peu, voir ce qu'il en est. Même pour ceux qui n'ont pas de difficultés, moi ça m'intéresserait aussi parce que comme j'ai dit, c'est juste une question d'humanité si vous voulez, c'est juste une question d'apprendre à se connaître un peu, même si les circonstances font que là, actuellement je vous donne cours à des milliers de kilomètres, ce qui est incroyable. Je m'attendais pas à me retrouver dans ce genre de situation il y a un an, et voilà, je me retrouve dans ce genre de situation, c'est assez étrange. À la fois, j'en suis content, mais d'un autre côté, je suis un peu triste parce que j'aurais préféré être moi à des milliers de kilomètres de chez moi et donner cours vous donner cours directement en présentiel plutôt que de donner cours à des milliers de kilomètres. Ça, c'est vrai que c'est difficile. Difficile certainement autant pour vous que pour moi. Vous le voyez vous-même. Là, j'ai eu un peu de difficulté à poser cet enregistrement qui dure 2 heures, 2 heures et demie en tout. Donc c'est un peu, c'est un peu compliqué. Mais j'espère avoir de vos retours. N'hésitez pas aussi si vous avez des remarques particulières à faire sur le cours, sur des choses comme ça qui n'ont pas été très claires. Faut pas hésiter, ça peut être des occasions pour moi dans d'autres vidéos annexes d'expliquer peut-être 2-3 points que j'ai peut-être mal expliqué pendant le cours et quitte à faire une vidéo à part et réexpliquer la chose. Alors ce qui s'en vient aussi, c'est qu'il y aura une vidéo, donc j'en profite pour faire d'autres infos. Il y aura une vidéo de tutoriel GeoGebra qui viendra, une autre vidéo tutoriel, où je vous montrerai comment avec GeoGebra on peut manipuler les matrices. Donc ça peut être vachement intéressant. Notamment pour vérifier par exemple si on a obtenu la bonne inverse de matrice ou des choses comme ça, la bonne résolution d'équation, des choses comme ça. C'est plutôt sympa. Je vous montrerai aussi un petit peu en amont ce qu'on peut faire aussi comme transformation dans le plan et dans l'espace avec ces matrices. Donc il y a cette vidéo là qui devrait sortir, alors je ne dis pas qu'elle sortira cette semaine, mais elle va sortir dans pas trop longtemps en tout cas, donc au plus tard la semaine prochaine. Et il y a une autre vidéo aussi que je prévois de faire, comme je l'avais déjà dit, quand j'ai mis le PDF d'exercices supplémentaires, je compte faire une autre vidéo où je corrigerai les exercices supplémentaires que je vous ai mis sur le Moodle, afin de réviser au mieux les cours 1 à 3, donc je corrigerai ça, et puis voilà. Bon, cette deuxième vidéo aussi, elle devrait pas trop tarder, je dis pas aussi, enfin... Je pense que je la ferai dans la semaine, elle, mais je ne peux pas dire que je la ferai avant jeudi. Hein. Donc on verra bien, mais vous en serez au courant, notamment pour la session de questions-réponses de jeudi, donc vous en faites pas pour ça. Bon voilà, comme d'habitude, je suis un peu long pour dire au revoir ou des choses comme ça arrive assez souvent. Mais bon, c'est ça, c'est cette impression que, Même pour moi c'est difficile, j'ai l'impression vraiment de donner cours à un mur et c'est vrai que c'est compliqué quand on donne cours sans voir les visages ou quoi que ce soit, ça reste un exercice difficile pour tous les professeurs même, pas que pour moi. J'essaye de faire au mieux pour faire comme si j'imaginais quelqu'un qui fronce les sourcils ou qui n'est pas content dans ce que je vais dire ou ce que je vais écrire. J'y arrive pas forcément aussi bien, peut-être que ce que j'aurais fait, c'est sûr que j'y arrive pas aussi bien que si on était en présentiel. Je veux dire que c'est sûr ça. Mais j'essaie de faire au mieux et puis j'espère que ça marche pour vous. J'espère que je ne vais pas trop vite non plus. Je sais que pour certains, je donne l'impression d'aller vite, mais là pour l'algorithme, je pense avoir pris le temps qu'il fallait. Expliquer ça avec des exemples, c'était peut-être mieux, et encore mieux, puisque à la base, j'avais pour but d'exposer l'algorithme et puis ensuite faire l'exemple. Je pense que c'était bien mieux de faire l'exemple en parallèle avec l'algorithme, et j'avais pas d'exemple à la base, donc je l'ai fait tout de suite comme ça sur le moment. Donc j'espère que ça aussi, ça plaît, le côté un peu spontané que j'ai quand même ici, que j'arrive à avoir maintenant et que je n'avais pas encore. Et je pense que ça aussi c'est grâce au tableau, donc j'en suis bien content. Bref, j'ai plus rien à dire en fait de particulier. Donc sur ce,
Je vous souhaite une bonne semaine, un bon courage encore pour les choses qui s'en viennent. Et puis on se retrouve jeudi pour la séance de questions-réponses. Voilà, salut à tous, bye.